Cette goutte d'eau semble ordinaire, mais lorsqu'on la grossit, un monde caché s'ouvre à nos yeux. Ces créatures nous accompagnent depuis toujours, mais elles sont rarement remarquées. Elles sont collectivement appelées planctons. Vivent dans l'eau et ont une faible mobilité, la plupart ne font qu'être emportés par les courants. Le plancton est extrêmement courant en eau douce. Si vous voulez l'observer par vous-même, l'échantillonnage est simple, prélevez une petite quantité d'eau dans une zone à écoulement lent ou aspiréant avec une pipette. Ces organismes sont visibles avec un microscope ordinaire, mais pour présenter autant d'espèces que possible, nous avons utilisé un outil apprécié des chercheurs, le filet à plancton. Il peut sembler compliqué, mais en réalité, c'est simplement un filet à maille de taille précisément contrôlée, qui nous permet de capturer avec précision le plancton cible. Il suffit de le plonger dans l'eau et de prélever en effectuant un mouvement en 8. Bien que le processus d'échantillonnage semble simple, la collecte au lac de l'Ouest, Hongzhou, a posé un défi particulier. Nous avons dû expliquer plusieurs fois aux personnes âgées à proximité que nous n'étions pas en train de pêcher des poissons dans le lac. Mais tous les efforts ont valu la peine. La substance récupérée du filet ressemble à de la bouillie de riz noir, banale et même un peu granuleuse. Cependant, lorsqu'on place un petit échantillon sous un microscope, de nombreux micro-organismes invisibles autrement apparaissent. Pour capturer leurs détails avec clarté, nous avons adopté plusieurs nouvelles technologies, telles que la microscopie en contraste de interférence différentielle, MCID. Elle renforce le contraste, donne aux objets un effet tridimensionnel et permet même d'ajuster la couleur de fond, produisant des résultats visuels saisissants. Les séquences précédentes ont été tournées en microscopie en champ clair, idéale pour les organismes transparents. Il existe également la microscopie en champ sombre, plus adaptée aux créatures moins transparentes. Les images prises en champ sombre ont une atmosphère cosmique et extraterrestre, rendant les micro-organismes étonnamment grands. Bien qu'ils semblent de taille similaire à l'écran, le plancton d'eau douce présente en réalité une énorme variation de taille, allant de 50 micromètres à 5 mm. Les individus plus grands, autour de 2 à 3 mm, sont visibles à l'œil nu ou avec une loupe. Mais les plus petits nécessitent des objectifs de différents grossissements pour être observés clairement. L'impact du changement de grossissement sur l'observation a dépassé nos attentes. Prenons le astérisque cosinodiscu astérisque comme exemple. Avec un objectif 10, il apparaît comme un petit point. Mais passé à un objectif 60, équivaut à un grossissement 6 cents. Et sa structure discoïde symétrique devient visible, couverte de nombreux chromatophores, avec des rangées de pores radio disposés régulièrement au centre. Voici une image à 1000 de grossissement. Il est difficile de croire qu'un objet si petit possède une structure aussi symétrique et exquise, remettant complètement en question notre perception du plancton. Il est à noter qu'en théorie, une lamelle de couverture est nécessaire pour la photographie à fort grossissement, sinon, la qualité de l'image s'altère considérablement. Cette manipulation apparemment inoffensive représente pour le plancton un fardeau équivalent à une montagne insurmontable. Nous n'avions jamais pensé que la mort du plancton pourrait susciter autant de regrets. C'est la première fois que nous assistons à sa disparition. Le cytoplasme s'écoule lentement, tandis que les cils de la périphérie continuent de remuer, jusqu'à ce que l'organisme entier se désagrège et s'estompe comme une étoile filante. Une vie s'achève. Nous pensions autrefois que seules les forces externes pouvaient affecter ces micro-organismes, jusqu'à ce que nous capturions un phénomène inattendu. C'est un astérisque stentor astérisque, un grand organisme unicellulaire. Sans lamelle de couverture, ses cils lui permettent de nager librement dans l'eau. Lors de la nutrition, il s'étend en forme de trompette, et les cils autour de sa bouche battent constamment pour aspirer la nourriture dans son corps. Sa cellule possède une élasticité extraordinaire, capable de se rétrécir rapidement d'une forme de trompette à une petite boule. Le tournage se déroulait bien, quand soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Ce astérisque stentor astérisque s'est désintégré en rien, sans aucune cause apparente et sans intervention de forces externes. Nous avons été sous le choc. En revuant la séquence, nous avons vu, il a d'abord contracté son corps, puis sa membrane cellulaire a éclaté brusquement. Et l'organisme s'est fragmenté et disparu sans laisser de traces. Une telle scène est réellement incroyable sans preuve visuelle, et sa cause reste un mystère à ce jour. Au fur et à mesure que nous avons poursuivi le tournage, davantage de mystères non résolus sont apparus, et nous avons rencontré de nombreuses créatures que nous n'avions jamais imaginées. Quel rôle joue le plancton dans l'écosystème et même sur Terre? La réponse est transmettre de la matière et de l'énergie, essentiellement. Il forme la base de la chaîne alimentaire, existant comme nourriture pour d'autres organismes du berceau à la tombe. Le phytoplancton dans l'eau convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique, qui est ensuite consommée par le zooplancton. Le zooplancton, à son tour, devient la nourriture des poissons, permettant finalement aux humains de déguster une variété de poissons, crevettes et coquillages. Voici le professeur Zhou, qui se spécialise dans la recherche sur le zooplancton tel que les méduses et les copépodes. Comme elle l'explique, le zooplancton est incroyablement diversifié et abondant, avec des structures corporelles et des comportements distincts parmi les différentes espèces dominantes. Prenons les rotifères comme exemple. Ces organismes apparemment simples possèdent de nombreuses structures internes uniques. La partie rouge est un ocellus, et leur tête est ornée d'une couronne de cils qui vibre constamment. Dans la séquence,
Il remue l'eau avec ses cils et se nourrit efficacement comme un aspirateur, faisant enrouler rapidement l'eau environnante. Les manuels ne proposent que des images statiques, mais les séquences dynamiques révèlent ces détails clairement. Dévoilant de nombreuses caractéristiques encore inconnues, sa queue possède des orteils fourchus qui sécrètent de la pour s'attacher à d'autres objets. Le professeur Zou a partagé certaines habitudes intéressantes des rotifères. Ils restent parfois immobiles dans un endroit, utilisant leurs cils céphaliques pour générer des courants d'eau et filtrent la nourriture. Ils n'ont qu'à trouver une zone riche en nourriture et se nourrir tranquillement, menant une vie relativement simple. Si l'environnement est défavorable, ils se déplacent activement. Une autre catégorie d'organismes est les cladocères. Dans la séquence, leurs vues latérales et dorsales sont clairement visibles, leurs antennes les propulsent en bond. Ils ont des yeux composés noirs proéminents et un cœur qui bat, et leur couleur varie du vert au jaune. Pendant notre observation, ils étaient constamment dans un cycle de consommation et d'excrétion. Et leurs déchets étaient même susceptibles d'être réutilisés comme nourriture. Après de longues heures de tournage et d'observation, nous avons non seulement documenté leur processus de consommation et d'excrétion, mais aussi capturé leur comportement reproducteur, une particularité des cladocères. Dans des environnements favorables, ils se reproduisent par parthénogenèse, les femelles produisant des descendants sans accouplement. Les œufs ne sont pas pondus directement, mais éclosent continuellement dans la chambre de gestation de la mère. Une fois que les juvéniles ont développé une apparence similaire à celle de la mère, elle ouvre constamment la chambre de gestation. Les juvéniles malchanceux peuvent rester coincés à l'intérieur ou être bloqués par en cas de succès. Le processus de naissance est similaire à un porte-avions lançant ses avions de combat. Dans des environnements difficiles, les mères produisent des descendants mâles. Et les œufs issus des accouplements peuvent rester dormants dans l'eau pour aider la population à survivre aux conditions défavorables. Posons une question particulière, peut-on manger du plancton? La réponse est oui, c'est après tout la nourriture d'autres organismes. J'ai déjà essayé le astérisque Calanus cynicus astérisque, ce n'est pas une méduse, mais une sorte de copépode. Lors d'une expérience en mer dans la mer Jaune, nous en avions beaucoup resté. Pour éviter le gaspillage, je l'ai réchauffé au micro-ondes et mangé. Il n'avait aucun goût particulier. Peut-être que j'essaierai à nouveau la prochaine fois. Maintenant que nous avons acquis certaines connaissances sur le zooplancton, proposons une question à jeu de mots homophones dans le style du Fujian, le quiz de la biologie Uyu. Parce que Uyu se prononce similairement à plancton dans le dialecte du Fujian, comment distinguer le zooplancton du phytoplancton? La différence essentielle n'est pas leur capacité à se déplacer, mais bien si leurs cellules possèdent la capacité d'autotrophie photosynthétique, c'est-à-dire la capacité de synthétiser des matières organiques par elles-mêmes. En réalité, tous les phytoplanctons ne sont pas immobiles. Certains possèdent des flagelles pour s'aider à se déplacer, ce qui rend leur distinction du zooplancton assez difficile. Prenons le dorina, une sorte d'algue verte. Lorsqu'on la grossit, on peut voir ses cellules se déplacer, propulsées par des flagelles. Le cas du chlamydomona est encore plus évident. En augmentant le taux de trame du tournage et en le ralentissant, on peut clairement voir que chaque cellule possède deux flagelles de même longueur à une extrémité, qui assurent son mouvement continu. De telles caractéristiques nous font réellement nous demander, pourquoi n'est-ce pas un animal? La découverte la plus étonnante a été la séquence précédente du Basilaria. Au début, nous pensions que des débris étaient poussés par quelque chose. Après avoir isolé cet objet puissant, nous avons réalisé qu'il s'agissait du Basilaria. Un type de phytoplancton, pas un animal. Il se contracte et s'étend constamment comme un accordéon, ce mouvement rythmique est tellement captivant qu'on ne peut s'empêcher de regarder. Chaque cellule du Basilaria est un individu indépendant, et plusieurs cellules forment une colonie en forme de poche. Les faces des valves entre les cellules adjacentes peuvent glisser, formant une chaîne de cellules extrêmement longue. Il a été nommé pour la première fois au XVIIIe siècle par un naturaliste danois, qui l'a appelé « pack animal », signifiant « animal en clous », ce qui est assez descriptif. Cependant, en termes de caractéristiques, c'est en réalité une diatomée, plus proche des plantes comme mentionné précédemment, elle peut synthétiser ses propres nutriments par photosynthèse. De nombreux mystères entourent le Basilaria. Par exemple comment les cellules communiquent pour réaliser un mouvement synchronisé. Ces organismes sont bien plus complexes que nous ne le pensions, avec des structures exquises et des stratégies de survie incroyables qui nous laissent réellement interloqués. Grâce à cette vidéo, nous n'avons fait que franchir la porte du vaste monde du plancton, n'apercevant qu'un infime PAN de celui-ci. Le plancton existe sur Terre depuis 3,5 milliards d'années, bien que sa durée de vie soit courte, ce sont les anciens habitants de la planète, tandis que les humains ne sont que des nouveaux venus. La plupart de l'oxygène que nous respirons à chaque inspiration provient du don du phytoplancton. D'innombrables secrets les attendent à être découverts. Et c'est ce qui rend le monde si mystérieux et réel. Chaque fois que vous passez près d'un corps d'eau, ces créatures anciennes y attendent, tranquilles, vous invitant à vous approcher et à écouter leur histoire.